Bonjour, bienvenue pour ces quelques instants consacrés à un mot, et le mot que je vous propose aujourd'hui est le mot démocratie. Alors pourquoi le mot démocratie? Parce que je trouve qu'il est invoqué, comme souvent les mots que je vous propose, invoqué très très souvent, très fréquemment, euh, et c'est invoqué pour justifier un tas de choses. Hein. Au nom de la démocratie, on va envers l'Irak, au nom de la démocratie, on bombarde la Libye, au nom de la démocratie, enfin bref, voilà, au nom de la démocratie, on dit tel barrage sera construit là et pas ailleurs. Vous voyez, je prends des exemples que vous connaissez. Et je me dis quand même qu'au nom de la démocratie, il y a beaucoup d'exactions commises. Donc le mot deviendrait presque suspect. Donc, alors évidemment, les peuples qui sont pour la démocratie aspirent à y être, mais avec une idée peut-être de ce que ça pourrait être. Il n'empêche que, au nom de ces démocraties-là, on a créé des dictatures. Il suffit de regarder les dictatures d'Amérique centrale à l'époque, soutenues par une belle démocratie, paraît-il, qui est la démocratie américaine. Je ne pensais que cet exemple. Et donc, je trouve, encore une fois, que le mot, dès qu'il est invoqué, paraît suspect, surtout dans la bouche de ceux qui l'invoquent. Et c'est pour ça que, pour éviter cette suspicion, regardons en fait ce que ce mot veut dire et quelle forme il peut, qu'est-ce qu'il désigne vraiment. Donc vous avez, on est dans le grec là, hein, on est dans le grec, et c'est formé de deux mots, hein, démos d'un côté, kratein de l'autre. Démos, vous l'ignorez peut-être, mais j'ai découvert ça, je l'ignorais aussi. J'ai découvert ça, en fait, démos veut dire initialement territoire. Et c'est dérivé d'un mot grec qui est daiestai, et daiestai voulait dire partager. Donc, dans le même mot, si vous voulez, vous avez partagé un territoire. Et donc, évidemment, le sens que pouvait prendre le mot juste après, c'était le mot peuple. Le peuple partage un territoire. Quant à Krataigne, je pense que je ne vous apprends rien en vous disant qu'il veut dire commander. Donc en fait, il désignait exclusivement en fait le gouvernement, un mode de gouvernement des cités grecques et notamment Athènes, il y a quelques 2500 ans de ça, un peu plus maintenant. Et puis la Révolution a repris ce terme, pas tellement dans sa forme initiale, dans sa forme grecque, et dans ce que cette forme désignait, mais plus pour se distinguer et distinguer le régime qui allait naître à la Révolution de la monarchie. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez plusieurs possibilités de démocratie. On verra si ces démocraties en sont ou pas d'ailleurs. Vous avez la démocratie directe, c'est-à-dire qu'en fait, comme à Athènes, c'est le peuple qui vote ses lois et qui les met en œuvre. Donc c'est la volonté du peuple qui s'exprime, etc. Vous aviez deux assemblées, me semble-t-il, une justement qui votait les lois et une qui faisait exécuter ces lois. Vous avez la démocratie parlementaire que vous connaissez, que nous connaissons aujourd'hui, qui est la plus répandue dans le fond. Il y aurait des démocraties libérales, donc je pense que ce serait aussi parlementaire. On parle aussi de démocratie présidentielle. Alors là, celle-là s'ajouterait au parlementarisme. On a connu une 4e République, par exemple, on était exclusivement une démocratie parlementaire, et puis est venu s'ajouter depuis la Constitution 58 l'impact du président de la République. Et puis vous avez les démocraties populaires, qui n'étaient ni des démocraties ni populaires, qu'ont connu les pays de l'Est, qui était une calamité, ces calamités s'étant éteintes avec l'écroulement du mur de Berlin. Donc, je voudrais juste rappeler de quoi on parle, hein, d'où on part, c'est démocratein, le peuple commande, en fait. Et donc, il n'y a qu'une seule possibilité, une seule forme, en fait, pour que le peuple commande, c'est la démocratie directe. Le peuple est aux commandes, dans ce cas. Donc, si vous voulez, là, pour le dire autrement, la démocratie, c'est une conception de la souveraineté, et le libre pouvoir de chacun de se gouverner par lui-même s'étend au libre pouvoir d'une communauté de s'auto-gouverner, en fait. Donc le corps politique, dans ce cas-là, c'est le peuple. Il faut 3 conditions
pour que ça puisse être possible. D'abord, l'égalité des citoyens ou l'égalité des hommes en droit, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est la liberté individuelle, évidemment. Et la troisième, c'est l'unanimité. L'unanimité, c'est-à-dire que les décisions sont prises à l'unanimité. Donc la souveraineté est celle du peuple, et il n'y en a qu'une. Ce qui veut dire qu'en fait, il ne peut pas y avoir d'autre souveraineté que celle du peuple, ce qui veut dire que toute autre considération qui affecterait la souveraineté du peuple affecte du même coup la démocratie et l'idée de la démocratie. Donc, ce qui veut dire que l'ensemble des outils qui permettent au peuple de forger son destin sont des outils vassaux. Et pour prendre un exemple contemporain, l'économie, en principe, devrait être vassalisée, puisque c'est le peuple qui est souverain. Mais il n'y a pas que, si vous réfléchissez un peu, dans une démocratie comme la nôtre, on va la dire parlementaire, avec une forte présidentialisation matinée libérale, ça serait vraiment la question qui se pose, c'est est-ce que le peuple est souverain? Donc je vous laisserai y répondre. Donc la démocratie représentative n'est pas une démocratie, de mon point de vue, parce que, encore une fois, le peuple n'est pas souverain, enfin pas encore une fois, le peuple n'est pas souverain, et pour plusieurs raisons. La première, alors il n'est pas souverain, mais il y a d'autres, excusez-moi, mais il y a d'autres fonctionnements aussi qui montrent que la démocratie n'est pas une démocratie. La démocratie représentative n'est pas une démocratie. Par exemple, le fait qu'il n'y ait pas d'unanimité, mais un phénomène de majorité, un système de majorité. En d'autres termes, la démocratie représentative est une violence faite par 50,1% du peuple, faite à 49,99% de ce même peuple. Donc, pour le dire autrement, c'est une petite majorité qui impose sa loi à une grosse minorité. Donc c'est une violence. Et donc alors évidemment, elle est contenue, elle est régulée soit par l'habitude, soit par la force de l'ordre, soit par le manque d'alternatives, mais il n'empêche que c'est quand même une violence. Donc la deuxième chose qui est intéressante dans la démocratie représentative, c'est qu'évidemment il y a une perte de contrôle totale du peuple sur le pouvoir. En principe, il y a dans certaines constitutions, par exemple, le fait qu'on est en démocratie à partir du moment où le peuple peut contrôler, par exemple, l'utilisation des impôts. Alors on vous dira, c'est les représentants, oui, mais les représentants, c'est pas le peuple. D'autant que, et c'est la troisième caractéristique de la liberté, de la démocratie représentative, et qui me paraît justement répondre à la question par la négative, la démocratie représentative est-elle une démocratie? C'est le fait qu'on délègue du pouvoir à des membres de partis. Donc la question est toute simple, c'est si on délègue son pouvoir à des membres de partis, ce que font ces membres de partis, c'est qu'ils préservent les intérêts de leur parti et non pas les intérêts généraux, évidemment. Et ça me paraît être le problème fondamental, enfin un des problèmes fondamentaux de la démocratie représentative. En d'autres termes, quand nous prenons un bulletin et que nous le mettons dans une urne, je crois en avoir dit je pourrais l'avoir dit ailleurs, en d'autres temps, en tous les cas, eh bien, nous débarrassons de notre pouvoir. Dans tous les cas, nous abandonnons notre pouvoir à un représentant. D'ailleurs, si vous lisez la Constitution de 1958, elle dit assez clairement qu'elle organise la puissance du peuple. Et donc, à partir du moment où vous avez mis ce bulletin, eh bien, vous êtes devenu impuissant, d'autant qu'encore une fois, n'y voyez aucune allusion, d'autant qu'encore une fois, qu'on a mis dans l'urne le nom d'un parti, hein, globalement. Et donc, c'est un parti qui va gouverner pour préserver les intérêts de son parti. Alors que ce soit des intérêts financiers, que ce soit des intérêts idéologiques, peu importe. La question, c'est comment un parti peut réfléchir à l'intérêt général. Ça me paraît, antagoniste, un parti et l'intérêt général. Et ça l'aide d'ailleurs, puisque, encore une fois, je ne sais plus avec combien, au premier tour, le président de la République en France est élu, mais c'est avec 30%, c'est bien déjà. Donc il y a 30% de gens qui voudraient voir un président, et puis par la force des alliances des partis, on finit par avoir un président, mais au deuxième tour. Mais la première chose qu'on voit, c'est que le président n'est pas légitime, en fait.
Et puis, on voit bien aussi dans la démocratie représentative, pour les raisons partisanes évidemment, qu'il y a un cumul des pouvoirs. C'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir est de plus en plus confisqué. Alors, on n'en a déjà pas beaucoup, nous, en tant que peuple, membres du peuple, citoyens du peuple, mais on en a encore beaucoup moins, et on ne peut pas y accéder. Pourquoi? Parce que le pouvoir s'est rétréci. Le nombre de gens sur qui porte le pouvoir s'est rétréci. Et je vais vous donner quelques chiffres que j'ai notés là. Je vais vous donner un exemple. 84% des députés et 72% des sénateurs ont un autre mandat, quand c'est pas plusieurs, que le mandat de sénateur et de député. Il y a plus de 50 députés qui exercent leur mandat depuis plus de 20 ans. La majorité des députés ont effectué au moins 2 mandats. Il y a des records dans l'Assemblée nationale d'aujourd'hui. 10 à 11 mandats, ces records. C'est la vraie perversité parce qu'à force d'accumuler les pouvoirs, et donc évidemment d'en laisser très peu à une vaste population qui serait autant qualifiée que eux, que ces hommes politiques pour exercer le pouvoir, eh bien, il y a une professionnalisation qui se fait, et quand vous allez assister aux prochaines élections présidentielles ou aux élections, peu importe lesquelles, mais aux prochaines élections présidentielles, parce que celles-là sont symboliques, plus que symboliques, eh bien, les candidats que vous aurez en face de vous ont 30 ans de carrière, quoi, au moins. Et donc on va élire des gens partisans et professionnels. Donc il y a une perversité absolue, je trouve, en tous les cas. Donc la démocratie représentative n'est pas une démocratie. Alors à quoi pourrait-on l'assimiler si on devait donner un nom juste? On pourrait dire que c'est une oligarchie, certes, puisque le pouvoir se partage dans une petite minorité, toujours les mêmes têtes ou pratiquement les mêmes têtes, avec une cooptation pour des jeunes quand les uns deviennent trop vieux, ceux qu'ils ne lâchent pas facilement. Et puis, peut-être que la deuxième caractéristique, ça se rapprocherait, me semble-t-il, d'une monarchie élective. Alors, une monarchie élective, ça peut ressembler à ce qui se passe, par exemple, au Vatican, où il y a des prélats qui votent pour un pape. Eh bien, c'est la même chose, à peu près, où on élit son roi, mais, alors évidemment, il n'est pas de droit divin, il n'est pas non plus... Quoique, il n'est pas non plus issu d'une descendance, mais il est élu, très bien, mais c'est un roi quand même, il a les pouvoirs d'un roi, il fait la guerre comme il veut, quand il veut, il demande à personne, quelquefois même il passe des lois sans consulter le Parlement, quelquefois ça ne change pas grand-chose de consulter le Parlement, mais et le Parlement est devenu une sorte de portion congrue, on pourrait presque s'en passer, puisque la plupart des lois, vous le savez, sont proposées par le gouvernement et non pas le parlementaire. Or, le parlementaire, notamment, puisqu'il est représentant du peuple, eh bien, c'est lui qui devrait proposer et de mettre en œuvre la volonté du peuple, mais c'est le contraire qui se produit. Donc, on a inversé le processus. Et donc, on se trouve dans une oligarchie élective, peut-être. Ce serait la contraction des deux propositions que je vous ai faites. Alors, évidemment, peut-on être dans une démocratie directe? Alors, l'objection qui s'y oppose, c'est la géographie, si je puis dire. Alors, la géographie, l'objection, elle est géographique. Pourquoi? Parce que plus le territoire s'étend, plus le nombre de la population qui vit sur ce territoire est important, et évidemment, plus la démocratie directe est impossible. Là, vous en avez une preuve flagrante. L'Europe, qui est un territoire considérable, géographique, donc qui abrite une population considérable, je ne sais plus quelles sont les centaines de millions, peut-être 350, peut-être 400, je ne sais pas, eh bien, ces territoires-là sont administrés comme un empire, avec les États étant des vassaux de cet empire, et mon néo-grec, ce qui pense de la vassalité, vous comprendrez de quoi je veux parler. Donc ça ne peut être qu'un empire, et d'ailleurs c'est un empire. Bon, certes, il n'y a pas d'empereur, mais enfin, M. Juncker est pas loin de l'être, et les quelques bureaucrates, ça ressemblerait étrangement au Sénat romain, après, quand la République de Rome a été... s'est arrêté. Donc évidemment, sur le territoire de la France,
l'objection reste valable. 60 millions, bientôt 70 millions d'habitants, difficile de faire participer l'ensemble de la population et aux décisions qui la concernent. Alors, il faudrait peut-être retrouver comment dire, des limites territoriales, qui seraient peut-être la région, etc., qui permettraient de retrouver cette espèce de démocratie directe. Il y a eu des tentatives comme ça, qui ont été faites par les républicains espagnols, par exemple, en 1936, où on a autogouverné les provinces espagnoles conquises par les républicains, et puis on a tenté de faire de l'autogouvernement. Donc il y a dans ces espaces territoriaux bien définis, assez réduits, assez étroits, on peut faire de la démocratie directe. Est-ce que ça fait nation? Je ne sais pas, mais ça peut faire nation. En tout état de cause, ça fait démocratie directe, ça c'est sûr. Donc il serait pas bon, on voit bien que notre démocratie est en train de mourir à petit feu, même si certains voudraient encore souffler sur les braises pour allumer un feu sans bois. Mais il va bientôt falloir, me semble-t-il, avant une catastrophe totalitaire, il faudra, me semble-t-il, bientôt avoir une idée de construire une démocratie qui ne soit plus représentative mais directe. Et ceci pour la sauvegarde d'une part de la démocratie et d'autre part de la capacité des peuples à décider de leur destin. Voilà ce qu'on pouvait dire sur démocratie. Merci de m'avoir écouté si vous l'avez fait, et une prochaine fois pour un prochain mot. Au revoir.